toutes et à tous, bienvenue dans Actu en 7, votre rendez-vous de la semaine. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau, samedi 25 février 2016, Maître Amadou Diallo. Il est avocat, membre de Amnesty International section Sénégal. Bonjour, Maître. Bonjour, Madame Dou. Voilà, toujours avec nous sur ce plateau, nous serons avec notre confrère, journaliste chroniqueur au groupe Walfadjri, Moustapha Diop, sur ce plateau. Bonjour. Bonjour à vous, Mamanta. Bonjour également à Maître Diallo, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer ce débat avec, bien sûr, le rapport annuel d'Amnesty International, le rapport annuel 2016-2017, que nous allons analyser avec nos très chers invités, bien sûr, on l'a dit. Donc, le rapport Amnesty International, juste rappeler que cela rend compte de la situation des droits humains dans 159 pays et territoires donc de l'Afrique, entre autres, donc international également. Donc ce rapport 2016 est marqué parfois par la terreur et de terribles souffrances. Situation des droits humains en Gambie, au Sénégal. Nous allons nous intéresser à cela parce qu'on a dû parcourir le texte. Alors nous allons démarrer avec vous, Maître Amadou Diallo. D'abord, vous avez eu à dénoncer la démocratie qui serait en recul au Sénégal. Votre analyse sur cette démocratie sénégalaise? Oui, encore une fois, je vous remercie de votre invitation et permettez-moi quand même de saluer vos téléspectateurs et tous vos auditeurs. Et permettez-moi également quand même d'exprimer le plaisir que j'éprouve à retrouver Moustapha Diop, là pas en tant qu'animateur, mais en tant que co-débatteur. Et de ce point de vue, j'espère que les téléspectateurs seront véritablement servis en termes de renseignements. Cela étant, je pense que, comme l'a dit le rapport d'Amnesty International Sénégal, on ne peut pas parler de recul de la démocratie, parce que ce serait pas excessif de le dire concernant le Sénégal. Mais de façon générale, vous l'avez dit lors de votre introduction, Amnesty International s'intéresse, n'est-ce pas, à la situation des droits humains dans tous les pays du monde. Et 159 au total, comme vous l'avez indiqué. Et de ce point de vue, de façon générale, on a constaté que malgré le combat qui est en train d'être mené par Amnesty International et bien sûr par d'autres organisations de la société civile, les droits humains ne se portent pas toujours bien à travers le monde. Maintenant, en ce qui concerne le Sénégal, on a constaté que depuis 10 ans, c'est comme si chaque année, sur le rapport annuel d'Amnesty International, c'est une sorte de photocopie. C'est-à-dire que c'est le même rapport en substance qui est reconduit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement qu'il n'y a pas d'amélioration notable, d'amélioration sensible. C'est vrai, le rapport l'a indiqué, il y a des points sur lesquels, en tout cas au Sénégal, où on peut considérer qu'il y a eu des avancées, notamment sur les droits des enfants, mais également sur les droits relatifs aux populations et aux communautés vivant dans les zones où est pratiquée l'exploitation minière. De ce point de vue, nous avons estimé que Amnesty au Sénégal, l'État du Sénégal, n'est-ce pas, a fait des progrès de ce point de vue. Même si là également, il y a des critiques, pareil qu'on va y revenir. Mais de façon générale, parce que relativement à la liberté d'expression, la liberté d'opinion, à l'indépendance de la magistrature, et de ce point de vue, peut-être, si la démocratie dépend aussi fondamentalement de l'indépendance de la magistrature. Et que donc, on peut considérer que depuis 10 ans, le Sénégal, sur des points essentiels, relativement aux droits humains, mais également à l'avancée démocratique, le Sénégal stagne. Et c'est ce que Amnesty International, depuis 10 ans, est en train de dénoncer. Donc, à proprement parler, je ne parlerai pas de recul de la démocratie, je dirais peut-être d'arrêt de la démocratie au Sénégal. Le Sénégal n'avance pas en démocratie? Pas beaucoup. Pas beaucoup, parce qu'il y a une démocratie formelle qui est très loin de la démocratie réelle. Les textes sont là, mais la pratique, n'est-ce pas, est souvent en porte-à-faux avec les textes qui existent. Et certainement, au cours du débat, on va y revenir, mais l'on se rend compte que les textes sont souvent dévoyés. Par exemple, déjà, par rapport à l'indépendance de la magistrature, il y a eu une réforme qui a été initiée à la suite du référendum de mars 2016. Et bien sûr, une réforme qui n'a pas tenu des conclusions pertinentes de la Commission nationale de réforme des institutions, et sur le référendum sur lequel Amnesty attendait à ce que la Constitution soit modifiée pour davantage, n'est-ce pas, conférer à la justice plus d'indépendance. On s'est rendu compte qu'il y a juste quand même quelques miettes
qui ont été données à la justice pour assurer son indépendance. Et je crois tout récemment, la sortie d'un magistrat dans la presse a révélé que la réalité est tout autre. Donc, à tout point de vue, même si sur les textes on peut penser à l'amélioration, mais même sur les textes qui existent, leur application pose problème. Et donc, de ce point de vue, nous estimons qu'il faut davantage faire des choses, donc améliorer les textes, mais également respecter et faire respecter les textes. D'accord, voilà. Donc, Moustapha Diop, vous partagez cette analyse de Maître Amadou Diallo lorsqu'il parle de démocratie qui ne serait pas en avance au Sénégal? En fait, parfaitement, pour la bonne et simple raison que vous l'avez dit, Mamanta, tout à l'heure, ce rapport-là ne concerne pas que le Sénégal, ça concerne beaucoup d'autres pays à travers le monde. Et ce qui m'a intéressé dans le rapport d'Amnesty International, c'est que vous allez par exemple dans la partie qui concerne la France, pays de la démocratie, pays des libertés, pays des droits de l'homme. Qu'est-ce que le rapport nous dit? Qu'en France, il y a réellement des problèmes sur le respect des droits de l'homme. Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui en France, il y a des difficultés à manifester en toute liberté, il y a des états d'urgence qui sont prolongés ad vitam aeternam dans ce pays, il y a des gens qui sont arrêtés simplement parce qu'ils s'appellent Moustapha ou Mohamed. Alors ça pose problème. Alors c'est le même rapport qui s'intéresse également au Sénégal, mais le rapport nous dit quoi au Sénégal? Qu'il y a des problèmes dans nos prisons, mais on le savait. Qu'il y a des problèmes pour l'indépendance de la justice sénégalaise, mais on le savait. Qu'il y a des problèmes dans les commissariats de police, mais on le sait. Le dernier exemple en date, c'est ce jeune homme transitaire de son état qui est mort au commissariat du port. Jusqu'ici, on ne sait pas si c'est un suicide ou c'est autre chose. J'ai appris ce matin que le procureur va ouvrir une enquête autour de ces questions-là. Je veux dire simplement que ce rapport-là ne nous apprend pas quelque chose qu'on ne savait pas. Il nous rappelle ce qui se passe dans notre propre pays et ça on le sait. Alors le problème qu'il y a et que Maître Diallo dit très parfaitement, c'est qu'il n'y a pas d'avancée. Pourquoi? Parce que moi je me pose des questions par rapport au traitement que nous faisons de ce rapport. Est-ce que les gouvernants prennent en charge les questions qui sont soulevées dans ce rapport? Si tel était le cas, je me dis que le rapport ne serait pas pratiquement le même depuis 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit, voilà le soleil. Au lieu de regarder le soleil, vous regardez le bras qui vous montre le soleil. Il y a problème. Aujourd'hui, les commentaires qui sont faits par en tout cas, certains cercles du pouvoir, ce n'est pas de dire que le rapport dit ceci, on n'est pas d'accord, voilà notre réponse. Le rapport dit ceci, on est d'accord avec ça, on va essayer d'améliorer. Mais les gens nous font des commentaires sur la personnalité de Seydi Gassama, par exemple. Les gens nous font des commentaires sur Amnesty International. Mais mon Dieu, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de dire si effectivement ce que le rapport dit se passe dans notre pays. C'est le constat que pratiquement tous les Sénégalais sérieux font tous les jours. La machinerie de Rebeuss est là pour nous rappeler. Le plus important maintenant, je crois, c'est pour l'État du Sénégal de se dire on est en démocratie, le Sénégal est une démocratie, mais il y a beaucoup de manquements. Parce que si la démocratie au Sénégal se limite à aller le dimanche, voter pour élire un président ou bien élire une assemblée, avoir des institutions, mais ça ne sert absolument à rien. Parce qu'il y a beaucoup d'autres pays du monde où les droits de l'homme sont violés et qu'il y a de la démocratie dans ces pays-là. Il faudrait, je crois, à travers ces rapports-là, que l'on essaie de se dire que on est en démocratie, puisque cette démocratie-là a accouché de 2 alternances, mais ça ne suffit pas, il faut faire d'autres pas. Voilà, donc en vous entendant analyser, on doit donc essayer de voir la suite réservée à ces rapports, parce que donc, rien ne change avec ces rapports. Vous l'avez dit tantôt, on dirait que c'est une photocopie donc, des rapports précédents. Alors, que peut-on espérer donc juste après la publication de ces rapports? Est-ce qu'il y aura un changement face à la démocratie donc du Sénégal? Je pense que étant des êtres humains s'activant dans le domaine des droits humains, il y a quand même un critère, une qualité fondamentale, je pense qui nous concerne tous, qui nous distingue. On est naturellement optimiste. C'est l'espoir quand même qui permet quand même le combat et la répétition étant pédagogique. On espère qu'un jour les gouvernants, les États, de façon générale, prendront en compte les rapports d'Amnesty International. Il a dit, ce n'est pas seulement le Sénégal, dans les grandes démocraties comme la France, on note des violations des droits humains, dans les grandes démocraties comme les États-Unis d'Amérique, on note des violations des droits humains, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se taire, il faut continuer le combat et se battre jusqu'au jour où les gouvernants seront conscients de cela et que donc il y aura amélioration par rapport aux questions des droits humains. Mais cela étant, il y a stagnation, mais également, il y a quand même un phénomène, le phénomène lié à la sécurité, la question du terrorisme, est en train quand même d'installer dans tous les pays du monde, et plus particulièrement en France et au Sénégal déjà, par rapport au respect des droits humains.
C'est-à-dire aujourd'hui, le terrorisme ou la lutte contre le terrorisme est en train de servir de terreau fertile à la violation des droits humains. Le Sénégal a adopté une loi, n'est-ce pas, qui se montre particulièrement sévère et particulièrement discriminatoire vis-à-vis des personnes soupçonnées, n'est-ce pas, d'activités terroristes. Parce qu'aujourd'hui, voilà des gens qui, à mon avis, devaient bénéficier de la présomption d'innocence, mais qui, dès le départ, sont condamnés. Et l'on vous dit que, relativement aux autres personnes qui seraient poursuivies pour d'autres infractions, dès l'interpellation, ils peuvent quand même avoir la présence d'un avocat. Ce n'est pas le cas pour les personnes qui sont poursuivies pour terrorisme. Vous voulez parler du cas de l'imam Alioune Badara Ndao? Du cas, et lui et d'autres, parce qu'aujourd'hui, il y en a au moins 30 personnes qui sont détenues pour activités terroristes au Sénégal. 30 personnes. 30 personnes déjà dont les droits ne sont pas respectés et dont les conditions de détention sont exécrables. Voilà comme des gens, jusqu'à preuve du contraire, sont encore présumés innocents, mais qui bénéficient d'un régime spécial par rapport aux autres détenus. Il y a une présomption de culpabilité. Et justement, et c'est cela qui est inacceptable. Et ça, ce n'est pas seulement Amnesty International qui l'a dénoncé, même le barreau du Sénégal, déjà à l'occasion de la rentrée solennelle de la conférence du Stade, c'est injurié contre cette situation, parce que nous estimons que cette loi-là, elle est liberticide et peut-être quand même à l'origine de plusieurs dérives. Aujourd'hui, un adversaire politique ou un individu contre lequel on a quand même de la rancune ou un individu à qui l'on en veut, peut être poursuivi pour activité terroriste, parce que ce qu'il faut savoir, c'est le procureur généralement qui poursuit. Donc la qualification qu'il donne va déterminer, n'est-ce pas, les conditions de la poursuite et les conditions de la détention. Et nous estimons, de ce point de vue, étant donné que même le procureur ne bénéficie pas totalement d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif, nous estimons quand même que ça peut être à l'origine de dérives graves. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Sénégal, bien sûr, mais au Sénégal, Amnesty International considère qu'il faut véritablement modifier cette loi-là, la modifier en tenant compte des grands principes du procès pénal, de la présomption d'innocence, un procès juste et équitable. Amnesty International, le barreau du Sénégal, on espère qu'aujourd'hui, le législateur sénégalais, l'État du Sénégal, prendra en compte toutes ces critiques qui sont fondées pour améliorer cette loi. Voilà, nous allons avancer bien sûr avec bien sûr les détenus, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec bien sûr la liberté d'expression et d'opinion. C'est ce qu'on a noté, une partie donc du rapport. Hein. Vous avez évoqué sur cette partie un cas bien précis, un animateur de la place, donc je vais le citer, Ahmed Aïdara, qui aurait donc appelé des détenus. Hein, à Rebeuss. Donc, vous parlez d'intimidation. Vous dites que cela est une façon d'intimider des journalistes, parce que vous avez eu à dénoncer donc, la liberté d'expression qui est parfois bafouée, des journalistes qui ont subi des intimidations, entre autres. Donc, le fait d'appeler des détenus en prison, maître, est-ce que cela ce ne serait pas une faute face à la loi? Bon, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que Amnesty International, c'est injugé, en tout cas, a constaté dans son rapport de 2016 qu'il y a une violation de la liberté d'expression et d'opinion. De deux journalistes en particulier, c'est Ahmed Aïdara et Mamadou Boun Sendiaye. Voilà. Nous estimons, au-delà quand même de ce que l'on peut le reprocher, parce que, en ce qui concerne Ahmed Aïdara en particulier, il a été entendu pendant 12 heures, dans des conditions, semble-t-il, très difficiles. Mais après ça, il ne s'est rien passé. Pour dire simplement, est-ce que les faits qui lui sont reprochés sont avérés? C'est une question. Parce que si tant est que c'était vrai, il devait y avoir poursuite. Mais comme il n'y a pas eu de poursuite, cela veut dire que peut-être qu'il y a une tentative quelque part d'intimidation. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais ce que nous retenons au niveau de l'Amnesty International, c'est que voilà des journalistes qui ont été inquiétés à raison simplement de l'exercice de leur activité professionnelle. Parce que si tant est que les reproches qu'on leur a fait sont fondés, ils ne seraient pas libérés au bout de 12 heures ou de 6 heures d'interrogatoire ou de garde à vue. Mais est-ce qu'il ne fallait pas vérifier donc cela? Est-ce qu'il ne fallait pas vérifier ce point avant de dire que cela relève d'une intimidation? Est-ce qu'il ne fallait pas vérifier? Mais oui. Je pense que c'est vrai, il faut toujours vérifier. Mais toujours est-il que la suite réservée à ces événements-là, à ces incidents, révèle clairement qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Parce que, comme je l'ai dit, si effectivement les reproches qui étaient faits à ces journalistes étaient avérés... Le fait d'appeler des détenus. Non, je n'ai pas dit qu'il a appelé des détenus, ça je ne peux pas le dire. Mais ce que je veux dire par là,
les faits reprochés, s'ils étaient réellement avérés, on n'en serait pas là. Mais dès lors qu'une suite, par la suite, n'a été donnée, excusez la répétition à cela, nous estimons qu'il n'y avait rien, que peut-être c'était là une occasion pour mettre la pression sur des journalistes par rapport à des questions de société bien déterminées, c'est tout. Nous allons revenir donc sur ce point par rapport à la liberté d'expression. Alors, je l'ai dit tantôt, ils ont parlé de cas d'intimidation chez des journalistes, mais également il faut relever, il faut noter que certains actes posés par des journalistes, normalement, dans les normes, ces journalistes doivent être suivis. Alors, il y a deux thèses qui s'opposent dans cette affaire. La première, c'est comme le dit Maître Diallo, quand on convoque quelqu'un devant les enquêteurs et qu'il passe 12 heures et ensuite on nous dit qu'il ne s'est rien passé, on peut supposer que c'est de l'intimidation. Quand même, on n'appelle pas quelqu'un pour le questionner pendant 12 heures, après vous rentrez chez vous, il ne se passe absolument rien. Il y a problème à ce niveau. Mais l'autre aspect qui m'intéresse en tant qu'homme de médias professionnel de la communication, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des détenus qui sont en prison. Ces détenus-là ont pris l'initiative d'appeler des journalistes. Moi-même, j'ai reçu, alors que j'étais à l'antenne à la radio, un détenu qui m'a appelé, qui me dit « Nous voulons parler sur Walf FM ». Je leur dis « Dites-moi d'abord ce que vous voulez dire ». Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans notre travail l'éthique de responsabilité. Vous ne pouvez pas, je n'ai rien contre les confrères qui ont fait ça, mais vous ne pouvez pas, dans les conditions qu'il y a, dans ce qui se passait à Rebeuss en ce moment-là, il y a une mutinerie. Il y a des détenus qui sont dans une tension extrême. Vous avez une radio qui a une puissance extraordinaire. Écoutez un peu partout. Vous ne pouvez pas prendre un détenu, le prendre en direct pour qu'il dise ce qu'il veut sur les antennes des radios. Ça, la responsabilité des journalistes ne le permet pas. Moi, j'ai reçu cet appel-là. J'ai dit au monsieur, vous me dites ce que vous avez à dire. Moi, je l'enregistre ensuite. Je vais voir qu'est-ce que je fais de cela. Alors, un autre journaliste peut prendre la responsabilité de dire, je prends l'appel, je le diffuse comme je veux. Ça, c'est autre chose. Et je me dis quelque part, est-ce qu'au-delà de ce que les policiers, de ce que le procureur a fait, demander à ce que ces journalistes-là soient entendus pour qu'on sache ce qui s'est passé, est-ce qu'il n'était pas de la responsabilité même des organisations professionnelles des journalistes, que ce soit le CORED, le SYNPICS ou autre chose, de s'interroger sur ces questions-là et de donner un avis sur ça? Aujourd'hui, la question que on te pose, s'il y avait un avis du CORED, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais en tout cas, s'il y avait un avis du CORED sur ça, qui dit que effectivement, nous déplorons le fait que un de nos confrères soit convoqué devant les enquêteurs, qu'il passe 12 heures et qu'ensuite qu'on nous dise qu'il n'a rien fait, c'est pas grave, on passe au-delà de cette condamnation-là, nous demandons également à nos confrères d'être prudents par rapport à ces questions-là, parce qu'on ne peut pas quand même dans une tension comme ça prendre un détenu à la radio, il raconte vous le mettez en danger lui-même parce qu'il risque d'être poursuivi, le détenu. Et vous mettez en danger sa propre famille parce que ce qu'il raconte peut créer une tension à la famille et au niveau de la famille et les gens réagissent en fonction de ça. Et ce qui m'intéresse moi dans cette affaire-là, ce n'est pas principalement le fait d'être entendu par la police et tout, mais c'est ce que j'appelle l'éthique de responsabilité, c'est-à-dire cette responsabilité qui nous incombe à nous journalistes de se dire que quelle que soit la liberté que nous avons, il y a des limites à ne pas franchir, même si ce pays de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme en France, les journalistes ont l'habitude de dire, dès qu'il y a une limite, c'est parce qu'il n'y a plus de liberté. Parce que pour eux, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de limite dans la liberté d'expression. Mais je vous dis, dans un pays comme le Sénégal, il faut quand même se mettre des limites. Alors, pourquoi prendre ce cas précis? Pourtant, il y a eu des répressions à l'endroit de certains journalistes du pays. Mais bon, je me dis, le rapport annuel de Amnesty International en 2016-2017, parce que bon, on va également évoquer un autre point, parce que vous avez évoqué le cas d'AS Major aussi. Les populations s'attendent à des points beaucoup plus, je ne dirais pas beaucoup plus intéressants, mais du moment qu'on parle de violation de droits humains, parce que le cas d'AS Major, elle a eu il y a le comité de défense des valeurs morales qu'il a eu à attaquer. Après, bon, il y a eu une poursuite. Après, bon, elle a été libérée. Donc, nous allons revenir sur ce point. Mais je me dis, pourquoi ces cas précis ont été notés dans ce rapport? Pourquoi pas d'autres cas? Bon, en fait, je ne sais pas s'il y a d'autres cas, peut-être que vous allez me les indiquer, mais toujours est-il que voilà des cas qui sont là, qui sont réels, qui sont patents, qui sont connus de tous. Maintenant, il ne faudrait pas penser qu'Amnesty fait dans le sensationnel. Non, c'est loin de ça. Parce que l'affaire Ahmed Aïdara, c'est une réalité. L'affaire du journaliste Mounban, voilà, c'est une réalité. L'affaire de Des Major, c'est une réalité. Donc, il ne faudrait pas croire que dans ce rapport-là,
ces personnes-là ont été citées parce que simplement elles sont connues. Non, parce que c'est les cas les plus avérés, en tout cas du point de vue de Amnesty International, de violation de la liberté d'expression et d'opinion. Pour le cas d'Es-Major, vous parlez de violation de liberté d'expression et le fait de se dénuder, de se dévoiler un peu partout, Non, personnellement, moi, je n'ai pas vu ces vidéos-là, je ne les ai pas vues. Je n'ai même pas suivi l'affaire quand elle avait fait l'objet quand même de tout cet tintamarre au niveau de la presse. Mais toujours est-il que c'est un rapport avec l'expression, la liberté d'expression d'un individu, d'une artiste ou d'un artiste. Et donc, nous avons estimé qu'elle a été inquiétée pour cela. Donc, de ce point de vue, nous estimons qu'il y a une atteinte, n'est-ce pas, à sa liberté d'expression. Ça s'arrête là. Dans les détails, je ne sais pas, parce que je ne suis pas entré dans les détails là, personnellement, ça ne me regarde pas. Mais toujours est-il que voilà une Sénégalaise qui a une activité professionnelle bien déterminée, peut-être qui lui permet de faire certaines choses, et que donc, elle a été arrêtée parce que simplement, d'autres Sénégalais estiment que cela porte atteinte, n'est-ce pas, à la vertu ou à leur vertu. À mon avis, c'est très subjectif et que du point de vue purement légal, ça pose problème. Ce n'est pas parce qu'il y a une communauté quelconque qui estime qu'elle a été transgressée dans ses valeurs morales, parfois qui n'ont absolument rien à voir avec les valeurs juridiques, n'est-ce pas, qu'on doit inquiéter notre Sénégalais. Amnesty International, c'est un sujet par rapport à ça, mais Amnesty International ne s'est pas seulement limité à ces 3 cas de violation. Il faut le dire. Il s'agit de la liberté d'opinion et d'expression, mais également, il y a la liberté de réunion, voilà. La liberté de réunion, voilà, par rapport au rassemblement. Nous allons les conditions de détention au Sénégal, les impunité par rapport à la violence policière, plein de choses. Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous arrêter à ça. Non, nous allons avancer. Mais Moustapha Diop, donc dites-nous, lorsque vous avez parcouru le rapport Amnesty International, vous n'étiez pas un peu déçu en voyant donc ces cas, des cas d'Es-Major, des cas Ahmed Aïdara? Bon, je sais. Pour moi, c'est des cas pour lesquels je ne donnais aucune importance. Très, très sincèrement, je le dis. Mais ce qui est intéressant dans ce que M. Diallo dit, c'est que quand des Sénégalais se donnent le droit de dire à d'autres Sénégalais, voilà comment vous devez vous habiller, voilà comment vous devez parler, parce que ce comité de défense des valeurs morales ou je ne sais quoi, ils sont qui? Qui les a mandatés pour parler au nom des Sénégalais, pour nous dire, voilà comment nous devons nous habiller, voilà comment nous devons nous comporter. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est simplement de se dire, est-ce qu'on est dans le cadre de la légalité? Si le procureur engage des poursuites contre des majeurs dans le cadre de la légalité, il n'y a rien à dire. Mais est-ce qu'il y a au Sénégal une loi qui interdit à une artiste de pouvoir s'habiller comme ci ou comme cela? Je ne sais pas. Ce qu'il faut dire, c'est que nous ne sommes pas quand même, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un régime islamique. Nous ne sommes pas dans un régime où il y a des gens qui nous dictent comment nous habiller, nous sommes en démocratie, nous sommes en république, et cette république-là a ses lois, a ses règlements. Nous tous, nous acceptons de vivre en république. À partir du moment où nous acceptons de vivre en république, il faut accepter ce que la république nous demande de faire jusqu'à ce que le régime change et qu'on passe à autre chose. Mais le cas des Major, les journalistes, moi je me dis quelque part que si il y avait une critique à faire par rapport à ce rapport-là, c'est ça la bonne critique, parce que pour moi, il n'y a pratiquement aucun intérêt à s'appesantir sur ces cas-là, parce que c'est pratiquement des épiphénomènes. Des épiphénomènes, voilà. Nous allons donc parler de la liberté de réunion. On a noté également cela. Maître Diallo, vous étiez en train de l'évoquer tout à l'heure. Comme exemple, vous avez donné le rassemblement de Manko Wattu Sénégal, la marche interdite de cette coalition. Pas interdite, parce que le préfet avait déjà adressé un itinéraire à respecter. Vous l'aviez donc dénoncé. Votre lecture? Oui, c'est-à-dire que nous comme il a dit, paraît que quand on parle de limite, il n'y a pas de liberté. Bon, peut-être c'est exagéré de le dire comme ça, mais on a constaté que depuis quelques années déjà, il y a systématiquement des limitations ou des interdictions de manifestations ou de réunions de la société civile ou des partis politiques. Mais justement, de ce point de vue, il y a quand même une atteinte, n'est-ce pas, à ces droits fondamentaux reconnus par la Constitution. L'affaire de Manko Wattu Sénégal par rapport à l'itinéraire d'une marche qui avait été décidée par ces gens-là, qui a été réduit parce que simplement le préfet a invoqué un arrêté qui daterait d'avant la seconde alternance. Nous estimons que cela pose un problème, parce qu'à l'époque, lorsque cet arrêté-là a été pris, aujourd'hui les hommes qui sont au régime avaient
violemment critiqué cet arrêté-là. Bon, c'est vrai qu'on s'est simplement limité à l'époque à critiquer au lieu d'engager des voies de recours, malheureusement. Mais toujours est-il que, je pense, quand on sent un régime pour améliorer les droits et libertés des citoyens, il y a dans le dispositif réglementaire ou légal qui existe là, on peut modifier et les changer. Donc aujourd'hui, je trouve quand même tout à fait maladroit que l'on se fonde sur cet arrêté-là pour interdire, n'est-ce pas, une manifestation ou une marche. Et de ce point de vue, nous avons estimé qu'il y a une restriction par rapport à la liberté de réunion et à la liberté de marche avec ce nouveau régime-là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a dit, on l'a tout le temps dit. Votre analyse par rapport à ce fait avant d'avancer? C'est le même rapport d'Amnesty International qui dit par exemple qu'en France, il y a en quelques mois, plusieurs centaines de manifestations ont été interdites. Pourquoi? Parce que le prétexte que trouvent les autorités souvent, c'est qu'il y a des menaces d'ordre terroriste et tout cela, on interdit des manifestations. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que dans notre démocratie, on ne devrait pas arriver à un moment où on se dit qu'on ne peut plus mettre la liberté des gens, leur liberté de manifester, de se réunir entre les mains d'un préfet. Le préfet, il n'est pas élu, il est nommé. Il est sous la hiérarchie du ministre de l'Intérieur qui appartient à un parti politique, qui décide finalement de ce que des opposants doivent faire ou ne doivent pas faire. Pour moi, c'est ça qui pose problème. Et ça, effectivement, comme il le dit, si on avait attaqué à l'époque au niveau des juridictions concernées cet arrêté Ousmane Ngom, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais c'est une honte également pour le régime actuel de fonder une interdiction sur cet arrêté-là, justement parce que c'est les tenants actuels du pouvoir qui avaient dénoncé cet arrêté-là, qui en étaient même les victimes et qui avaient défié la police à l'époque pour aller manifester jusqu'à la place de l'Indépendance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour qu'on dise qu'on ne peut plus manifester au plateau? Moi, je me dis qu'il y a un problème. Encore faudrait-il que peut-être il faut, dans une démocratie comme celle du Sénégal, qu'on trouve des consensus. La classe politique doit parfois se parler. Si aujourd'hui la classe politique se parle et qu'on se dise on est tous d'accord qu'on ne peut plus organiser certaines manifestations à Dakar Plateau et que tout le monde soit d'accord sur ça, mais c'est le problème, on ne manifeste plus, on manifeste ailleurs à Dakar. Mais si vous interdisez une manifestation à Dakar Plateau, pourquoi? Parce qu'il y a des risques de casse, mais s'il y a manifestation du côté de la RTS aussi, les gens peuvent casser. Exact. Nous allons avancer avec bien sûr le droit des enfants, évoqué également dans ce rapport, notamment donc l'opération retrait des enfants des rues de Dakar. C'était en juillet, mais vous avez eu à noter également que des lois pénalisant bien sûr l'exploitation des enfants ne sont toujours pas appliquées ou bien ne sont pas pleinement appliquées. Alors, qu'est-ce qui expliquerait une telle situation selon vous? L'État avait d'abord démarré une opération de retrait des enfants dans des rues de Dakar, mais jusqu'à présent, il y a des enfants talibés dans les rues. Mais c'est ça qui est déplorable. Et ce qu'il faut dire, même avant cette loi-là qui veut interdire l'exploitation ou même la mendicité des enfants au Sénégal, il y avait une loi qui interdisait carrément la mendicité et même le vagabondage. Mais ce sont des lois pratiquement qui n'ont jamais été appliquées. Mais bon, la nouvelle loi a été prise, on espérait que l'État allait prendre toutes ses responsabilités pour effectivement faire appliquer cette loi-là. Nous ne savons pas aujourd'hui pourquoi il n'y a pas une application effective. Il y a eu un début, mais bon, ça s'est arrêté là. Comme on le dit ici souvent au Sénégal, les Sénégalais, ils ont un départ, mais à mon arrivé. Bon, maintenant, je dis, un État responsable, quand il estime qu'il y a des dispositions ou des mesures qui doivent être prises par rapport à telle frange de la population pour les protéger, doit aller jusqu'au bout. Cela, quelles que soient les pesanteurs, quelles que soient les pressions. Manifestement, l'État a reculé par rapport à cela et nous estimons que l'État qui a signé la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants a failli. Et donc, nous le dénonçons et nous les appelons encore une fois à effectivement appliquer cette loi-là dans toute sa vigueur et dans toute sa rigueur pour qu'aujourd'hui, qu'on ne voit plus d'enfants talibés dans la rue, pour que l'on évite leur exploitation, parce qu'en réalité, c'est ça. Voir les enfants talibés dans la rue, c'est voir quelqu'un derrière qui en profite. Et c'est cela qui est humainement inacceptable. Et Amnesty International l'a dénoncé, et encore une fois, appelle l'État à aller jusqu'au bout de sa logique pour que cela disparaisse totalement du paysage du Sénégal. Ousmane Moustapha Diop plutôt. Donc par rapport à cette mesure de l'État de retirer des enfants des rues de Dakar, Amnesty a eu à dénoncer cela dans son rapport. Dans cette affaire, on remarquera simplement que nous avons un État qui est pratiquement champion des ratifications. À chaque fois qu'il y a on crée de nouvelles lois, on ratifie des textes, mais l'application pose problème. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que l'État décide de ramasser les enfants de la rue. Du temps de
Souleymane Ndéné Ndiaye comme Premier ministre, il y avait une opération comme ça qui concernait non seulement les enfants mais également tous les mendiants qu'il y avait dans les rues de Dakar. Mais ça n'a pas pu régler le problème. Je me dis quelque part, est-ce qu'il ne faudrait pas, à côté de ces lois-là, que l'État fasse de telle sorte que ces enfants-là, on nous a dit qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas sénégalais. On a même commencé à expulser certains enfants qui ne sont pas sénégalais, mais il y en a beaucoup qui viennent de l'intérieur du pays. Qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui pour que ceux qui ont ces enfants-là puissent les garder à l'intérieur? Parce que c'est également du devoir de l'État de faire en sorte que ces enfants-là puissent aller à l'école, qu'ils puissent manger à leur faim et qu'ils puissent s'épanouir quand ils le veulent. Mais malheureusement, ils n'ont pas tout cela. Finalement, ils font quoi à Dakar? Vous avez un enfant, vous l'amenez à Dakar, comme il le dit. Il n'y a pas que l'enfant qui profite, l'enfant n'en profite même pas. Parfois, c'est des enfants qui nourrissent des familles qui sont restées à l'intérieur du pays. Donc ces préalables-là, il faut les régler. Mais si on ne règle pas ça, on aura beau retirer des enfants de la rue, on a donné même quelques chiffres qui par rapport à ça, mais on trouvera toujours des enfants dans les rues de Dakar. Pour terminer, on évoquait tantôt des cas considérés comme des épiphénomènes, mais sur votre rapport, vous n'avez pas eu à évoquer, du moment où on parle de droits humains, pourquoi ne pas évoquer le droit du citoyen d'avoir une bonne politique de santé? Je ne sais pas si vous avez lu le rapport dans son entièreté. Je pense que pourquoi on n'a pas parlé du droit à la santé, mais le droit à la santé, c'est vrai, c'est un droit fondamental. Bon, vu les problèmes notés ces temps-ci dans le secteur de la santé. Bon, dans le secteur de la santé, il y a toujours eu des problèmes. Bon, peut-être que c'est lié à notre état de sous-développement, mais c'est lié également, comme on l'a dit, parce que c'est des obligations ou des devoirs qui pèsent sur l'État. Donc, s'il y a des défaillances, on doit le dénoncer. Maintenant, quand même, il faut être réaliste. Par rapport à certains domaines, nous sommes un pays sous-développé, parfois les moyens manquent. Maintenant, si les moyens manquent, parce que bon, c'est objectivement un manque objectif, cela se comprend. Mais si c'est parce que simplement les moyens qui devaient être destinés, n'est-ce pas, au secteur de la santé par exemple, qui sont détournés à d'autres fins, c'est cela qui est critiquable et c'est cela qu'on doit dénoncer. Je pense qu'au Sénégal, de façon générale, peut-être de moins en moins, peut-être, je dis bien peut-être parce que je n'ai pas fait une analyse ou une étude sérieuse sur la question, mais il y a toujours des détournements d'objectifs, n'est-ce pas, des financements reçus pour tel ou tel secteur de la vie nationale. Dans le domaine de la santé, c'est pareil, dans le domaine de la justice, et un peu partout. Donc de ce point de vue, nous estimons que les hommes politiques, les régimes, ont toujours failli, et que de ce point de vue, l'État qu'ils incarnent, n'est-ce pas, a toujours également failli par rapport à ces questions. Vous dites pourquoi Amnesty International n'en a pas fait état? Eh bien, peut-être parce que le rapport a été terminé avant peut-être cette question d'actualité-là. Vu que vous avez évoqué pas mal de questions d'actualité, le meurtre de Yamadou Sagna, il y a également le transitaire Elimane Touré que vous avez eu à évoquer également, donc la panne de la radiothérapie. Donc, mais ça veut dire qu'on ne peut pas parler, parce que la panne en tant que telle n'est pas une violation de droit à la santé, on ne peut pas dire une panne, c'est un phénomène quand même qui peut arriver. Mais le citoyen a droit à une bonne santé. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi on n'a pas parlé de cette panne-là? Bon, c'est des choix. Mais je vous ai dit que ça c'est très récent et le rapport, comme ça prend, c'est sur toute une année. Et parfois, on peut comprendre qu'on ne s'arrête pas. Le cas Yamadou Sagna est très récent pourtant, maître Diallo. Mais c'est ce que j'ai dit, madame. C'est-à-dire qu'il y a des cas sur lesquels, si on n'a pas de réponse satisfaisante, on ne peut pas quand même en faire état dans un rapport. Et moi, personnellement, ça, c'est pas la position d'Amnesty, c'est ma position personnelle, je ne peux pas considérer la panne d'une radiothérapie comme une violation du droit à la santé. Je ne peux pas considérer cela comme ça, alors surtout que j'ai entendu dire que oui, il y avait déjà un projet, n'est-ce pas, d'installation de 2 nouvelles radiothérapies. C'est un phénomène qui est arrivé, il faut situer les responsabilités, certainement comme cela est en train d'être fait, mais à proprement parler, je ne considère pas cela comme une violation du droit à la santé. Maintenant, c'est un choix. Moi, je n'étais pas là personnellement quand on rédigeait le rapport, mais il faut aussi savoir que nous sommes des êtres humains, nous avons droit quand même à l'oubli et donc quand même on peut faillir nous-mêmes. Voilà, nous allons avancer donc sur cette question, Moustapha Diop. Alors pourquoi dans cette partie donc réservée au Sénégal, parce qu'il y a le cas Gambie, Sénégal entre autres. Bon, est-ce que les citoyens n'ont pas droit à une bonne politique de santé? La question ne se pose pratiquement pas. Ça, c'est un droit absolu et c'est un devoir des autorités publiques d'assurer cette santé-là aux populations. Mais est-ce que le rapport, comme il le dit, n'était pas bouclé avant? Parce que les cas que vous citez, très souvent, moi j'ai assisté à la présentation de ces rapports-là, il y a le rapport et il y a le commentaire qu'on fait après. Souvent, les journalistes interpellent le présentateur du rapport sur des cas récents. Ils donnent des réponses par rapport à ces cas-là.
Peut-être que s'il avait été interpellé sur la panne de la radiothérapie, il aurait pu donner des réponses. Mais quand cela ne tienne, le fait c'est quoi? C'est qu'il y a une panne qui menace la santé de plusieurs Sénégalais. Ils sont très très nombreux. La panne peut arriver. Mais le problème que nous avons, c'est la prise en charge de cette panne-là. Qu'est-ce que les autorités font face à cette question-là? Moi, j'ai l'impression que dans ce pays, parfois, on est très politique ou bien très politicien. Pourquoi je le dis? Il y a une panne. On savait que cette machine-là, vous-même, vous le savez, vous connaissez la machine mieux que moi. Elle est vieille de 27 ans ou je ne sais quoi. On savait que ceci arriverait. Est-ce qu'il ne fallait pas bien avant engager le processus de renouvellement de la machine, de remplacement même? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on préfère attendre que cette machine tombe en panne, qu'il y ait du bruit autour de cette affaire-là et que d'ici quelques mois, vous verrez, on va nous amener trois nouvelles machines, c'est déjà annoncé, et qu'il y aura tout un tintamarre, toute une communication autour de cette affaire-là pour dire que le problème a été réglé et on en tire des dividendes politiques. Et pour moi, c'est ça qui est particulièrement gênant. Voilà, donc nous allons boucler ce rapport d'Amnesty International pour avancer et parler du cas Khalifa Sall. L'affaire Khalifa Sall, bien sûr, la DIC qui a bouclé son enquête dans cette affaire pour livrer, bien sûr, l'enquête au procureur de la République. Et on a noté dans une certaine presse que la DIC aurait décelé une association de malfaiteurs au cœur de la mairie pour détournement et escroquerie sur les deniers publics. Alors, sur la base de faux, Maître Amadou Diallo, quelle lecture faire de ce cas Khalifa Sall, donc convoqué? Le contexte d'abord, le contexte avec bien sûr ces convocations tous azimuts, après Bamba Fall, maintenant il y a Khalifa Sall, donc Barthélémy Diaz qui a vu son verdict tomber. Nous l'avons toujours dit, et c'est pas la première fois, nous, en Amnesty, on est pour la reddition des comptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on occupe un poste de responsabilité où on gère des deniers publics, on doit rendre compte. Mais c'est un combat de tous les jours, peut-être qu'il n'est pas encore devenu une réalité effective au Sénégal. Mais cela n'empêche pas de penser que l'affaire Khalifa Sall, l'affaire Bamba Fall, pose un problème d'éthique sur le plan politique déjà. Parce que on ne peut pas cause parce que Khalifa Sall n'est pas le seul maire du Sénégal. Il y en a d'autres. Pourquoi lui, à cette période bien déterminée, il est inquiété? Donc la réponse coule de source. On va vers les élections législatives où c'est totalement démarqué par rapport au parti auquel il appartient. Et Bamba Fall, le soutien, il est inquiété. Mais on se dit, parce que l'autre maire, une fois, a été épinglé dans un rapport, et malheureusement, la présidente de cet organisme-là qui avait épinglé ce maire-là, par ailleurs frère du président de la République, n'est-ce pas, est parti, on l'a fait partir. Donc tout cela, c'est-à-dire nous, ce que nous dénonçons en Amnesty, c'est les poursuites ciblées, les services ciblés sur des adversaires politiques. Nous estimons que cela n'est pas bon pour la démocratie. Parce que utiliser la loi, la justice, pour des règlements de compte politiques, cela affaiblit, n'est-ce pas, le pouvoir judiciaire, cela affaiblit la crédibilité de la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le citoyen sénégalais se rend compte que la justice est un instrument des hommes politiques, mais la justice perd sa crédibilité. Et lorsque la justice perd sa crédibilité, mais tout le monde est en danger. Et il est important, et là on appelle quand même au pouvoir judiciaire et aux magistrats, parce qu'à un certain moment, ils sont liés par la loi pour, par exemple, certaines poursuites, mais quand même de faire preuve de suffisamment de vigilance, de circonspection par rapport à ces cas-là. Je pense qu'ils sont en train de le faire. Donc, par rapport au cas Khalifa Sall, par rapport au cas Bamba Fall, nous estimons à Amnesty International, même si on est pour la reddition des comptes, mais la reddition des comptes ne doit pas se dérouler comme ça de manière politicienne et en utilisant la justice comme un instrument des pouvoirs politiques. Et cela, nous le dénonçons et nous trouvons que c'est inadmissible. Maître Amadou Diallo qui parle de reddition des comptes,
Moustapha Diop. Alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer cela comme une sorte de diversion ou bien cela remet sur la table ce débat autour de la gestion de nos fonds politiques? Alors, dans cette affaire-là, moi j'ai l'impression qu'on est encore dans le domaine de la perception, c'est-à-dire comment est-ce que le citoyen sénégalais perçoit le fonctionnement de la justice. Et cette affaire Khalifa Sall ne rend pas service à la justice sénégalaise. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un dossier Khalifa Sall. Regardez comment l'affaire est traitée. Khalifa Sall est convoqué devant les enquêteurs de la DIC. L'affaire est en cours. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dès le lendemain, vous ouvrez certains organes de presse, vous avez pratiquement les PV d'audition sur la place publique. Or, Maître Diallo le sait mieux que moi, il est juriste, je ne le suis pas. Les PV d'audition momentaire ne servent qu'à titre de renseignement. Le juge, quand vous êtes devant le juge, vous avez le droit momentaire de dire que je n'ai pas dit ça à la police. Même si vous l'avez dit. Rien ne vous l'interdit. Alors, qu'est-ce qui se passe? On met ces PV-là. Le Sénégalais qui lit la presse, qui se rend compte de ce qui est dit, il se dit une chose. On l'a fait exprès. On a fait exprès de convoquer ce monsieur à ce moment précis et on a fait exprès de mettre tout cela dans la presse. Parce que je suis sûr que ce ne sont pas les journalistes qui sont allés quémander ces PV-là. Il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'ils aient accès à ces PV. Et ça, les avocats de Khalifa Sall l'ont d'ailleurs dénoncé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? On nous parle d'une caisse d'avance. Disons-le de manière très simple pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Il s'agit simplement de fonds qui sont mis à la disposition du maire de Dakar avec un fonctionnement particulier, comme l'a rappelé Mamadou Diop, ancien maire de Dakar. Khalifa Sall précise que ça existait depuis 1920. Alors, ce n'est pas parce que ça existait que ça doit perdurer. Je ne suis pas d'accord avec cette réponse-là. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Pour être logique, si on veut empêcher au maire de Dakar d'utiliser une caisse comme ça, il faudrait qu'on en fasse de même avec la présidente de la République qui dispose de fonds politiques que le président utilise comme il veut. Il faudrait en faire de même avec l'Assemblée nationale. Le président dispose d'une caisse qu'il utilise comme il veut. Il faut en faire de même avec le Haut Conseil des collectivités territoriales. Il faut en faire de même avec le Conseil économique, social et environnemental. Toutes ces personnalités-là disposent de caisses qu'ils utilisent comme ils veulent. Vous avez cité le chef de l'État? Oui, le chef de l'État a des fonds politiques. Ça, tout le monde le sait. La caisse noire? Oui, moi-même j'ai une fois interpellé Abdoulaye Wade, alors président de la République, j'étais encore au populaire, je dis monsieur le président, vous avez une caisse noire? Il me dit non, j'ai pas de caisse noire, j'ai des fonds politiques. Mais ces fonds politiques-là, c'est effectivement une caisse noire. C'est des fonds qui sont mis à la disposition du chef de l'État, il les utilise comme ils veulent, il ne rend pas compte de l'utilisation ni avant, ni pendant, ni après. Mais la caisse noire, disons, est-ce qu'on peut dire de même pour la caisse noire? Parce que bon, selon nos informations, la caisse noire relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et elle est encadrée par une loi. Oui, mais la caisse d'avance peut être bien sujet de demandez, moi-même j'en ai parlé hier avec quelqu'un qui a siégé plusieurs fois au conseil municipal de Dakar. C'est le conseil municipal qui vote le budget, qui décide de cette caisse qu'il met à la disposition du maire qui le gère de manière discrétionnaire. C'est ça la vérité. Pour la caisse d'avance? Oui, la caisse d'avance du maire de Dakar. l'IGE et oui, alors l'impression qu'on a, c'est que l'IGE s'est déplacé à la mairie de Dakar avec l'idée qu'il faut trouver quelque chose. Regardez ce qui se passe. On nous dit, ils ont enquêté pendant 18 mois, je crois. On n'a rien trouvé comme anomalie dans la gestion de Khalifa Sall, dans la gestion de la mairie, la gestion quotidienne, le fonctionnement de la mairie. On est allé chercher du côté de la caisse d'avance, on s'est rendu compte que c'est une caisse qui est gérée, comme l'a dit même Khalifa Sall, de manière particulière et qu'il y a des choses qui ne seraient pas catholiques dans cette affaire. Je n'ai pas de problème avec ça. Si il doit rendre compte sur ça, qu'il rende compte. Mais il faudrait également qu'on pousse la réflexion beaucoup plus loin pour dire que dans ce pays, il y a beaucoup ce que le journal Walfadjri de vendredi a appelé l'argent noir de la République. Il y a beaucoup de caisses comme ça qui existent dans plusieurs institutions et qui sont gérées de la même manière. Et on ne nous dit jamais comment est-ce que cet argent-là est utilisé. C'est ça la vérité. Il n'y a pas autre vérité dans cette affaire. L'autre chose, c'est le contexte. Il l'a dit, on est dans un contexte où Khalifa Sall est aujourd'hui en rupture de banc avec la direction même du parti socialiste qui veut continuer à se tenir Macky Sall. Il dit qu'il ne le fait pas. Plusieurs fois, l'APR a lancé à Khalifa Sall des avertissements pour lui dire « Venez avec nous ou bien vous quittez la mairie de Dakar ». Il n'a jamais voulu suivre ça. Voilà la conséquence. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est la perception que finalement les Sénégalais ont de leur justice. Ils ont l'impression que cette justice-là est
utilisé pour un règlement de compte politique et ça pose problème. Mais maître, nous allons essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas amalgame entre la caisse noire du chef de l'État et la caisse d'avance de la mairie. Donc le rapport de l'IGE qui a abouti à la convocation de Khalifa Sall, est-ce qu'on peut en dire autant pour la caisse noire du chef de l'État? En fait, il n'y a pas une différence? Bon, je n'ai pas lu le rapport de l'IGE. Fondamentalement, sur le plan juridique, certes, il y a une différence. Mais je pense que ce que Moustapha Diop a dit, on peut valablement le concevoir. Puisque il s'agit de caisses ou de fonds laissés à l'appréciation, à l'utilisation discrétionnaire de celui à qui il est confié. Vous parlez de la caisse noire du chef de l'État ou bien de la caisse d'avance? Non, c'est les deux. Parce que caisse noire, c'est une qualification donnée par la presse. Oui, parce qu'en droit, le terme juridique utilisé, on parle de fonds politiques. Là, on parle de caisse d'avance. Mais parce que ce n'est pas transparent, il n'y a pas d'obligation de transparence, je pense que des individus ou des personnes ont considéré que c'est une caisse noire. Maintenant, aujourd'hui, l'utilisation de cet argent-là, qui est remis au maire, voté comme il a dit, par le conseil municipal. Donc, un fonds mis à la disposition du maire de façon parfaitement légale. Maintenant, l'utilisation qu'il en fait, si c'est de façon discrétionnaire, il n'a pas de compte à rendre. Comme le président de la République, jusqu'à présent, n'a pas de compte à rendre sur les fonds politiques. Et elle est encadrée par une loi, celui du chef de l'État, je veux parler. Mais pour la mairie, est-ce que la caisse d'avance, normalement, doit être non, nous sommes gérée de manière discrétionnaire, comme vous dites? Nous sommes en démocratie. Je pense que aujourd'hui... Il y a des textes. Non, il y a des textes. Mais il n'y a pas de textes surtout. Parfois, les événements précèdent les textes. Mais toujours est-il que je pense que, comment on appelle ça, idéalement parlant, la caisse d'avance, n'est-ce pas, est dans le même statut que les fonds politiques. Mais ce qui est étonnant, en tout état de cause, ce qui est étonnant, donc si M. Khalifa Sall a une caisse d'avance, un autre maire en a certainement, voté par son conseil municipal. Mais pourquoi, mon Dieu, on ne s'est intéressé qu'à la caisse d'avance de M. Khalifa Sall? C'est ça la question. Pourquoi seulement Khalifa Sall? Si on s'était intéressé aux caisses d'avance de tous les maires du Sénégal, cela serait concevable. Parce que quoi qu'on puisse dire également, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent public. Mais quand même qu'on attend cette période bien déterminée pour s'intéresser à la caisse d'avance de M. Khalifa Sall, qui a dit qu'il sera candidat en 2019, pose problème. Et c'est ce que l'on dénonce, nous, aujourd'hui, que l'on utilise la justice pour régler des comptes politiques. Et c'est cela qui est inadmissible. Et c'est cela qui fait peur. Parce qu'il a dit la perception que les citoyens et les Sénégalais vont avoir de la justice risquerait d'être effectivement très négative et risquerait également d'ébranler nos institutions. Je pense que les hommes politiques ont intérêt à faire très très attention par rapport à la manipulation de la justice. Manipulation ou diversion, je l'ai dit tantôt, un parfum de diversion également sur ce cas Khalifa Sall, parce qu'il y a d'autres mairies, vous l'avez dit tantôt, d'autres mairies qui n'ont pas été inquiétées dans cette situation. Pas diversion, parce que quand on dit diversion, c'est comme si les gens s'amusaient, mais les gens, ils ont un objectif bien déterminé. L'acharnement, d'anéantir des adversaires politiques. Les anéantir, les décrédibiliser. Parce qu'aujourd'hui, il a dit, bon, ça reste à vérifier, que la presse est utilisée dans cet objectif-là. Il y a même un compagnon de Khalifa Sall qui l'a dénoncé. Voilà, qui estime que, bon, voilà, on utilise la presse pour décrédibiliser un homme politique, un futur concurrent politique. Et de ce point de vue, c'est là, sur le plan des principes, cela quand même pose problème et cela est parfaitement très 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 gênant, comme il a dit. Moustapha Diop, est-ce qu'on ne peut pas parler de diversion? Vous ne sentez pas en parlant de diversion? Parce que bon, c'est une façon de faire la politique, hein, de détourner l'opinion publique. Vous ne pensez pas? Alors, le problème de la classe politique au Sénégal, c'est qu'elle fait tout le temps de la politique. On fait tout le temps de la politique dans ce pays. Alors, vous entendrez des gens qui vous disent, oui, qu'est-ce que le président Macky Sall a à voir avec une convocation de Khalifa Sall? Qu'est-ce qu'il a à voir avec le verdict dans l'affaire Barthélémy Dias? Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'affaire Bamba Fall? Mais on ne peut pas nous empêcher de faire quand même ces comparaisons-là. Vous dites, par exemple, l'affaire Bamba Fall.
il est en prison parce qu'il y a eu des violences à la maison du parti. Il a dit tout à l'heure d'ailleurs en parlant du rapport d'Amnesty que la qualification des faits est du domaine du procureur il nous parle d'association de malfaiteurs, tentative d'assassinat, etc. Mamanta, vous avez vu les images des violences qu'il y a eu à la permanence de l'APR. Tout le monde a vu le sang qui a coulé là-bas. Jusqu'ici, il n'y a aucune poursuite dans cette affaire. Quand vous comparez les deux, vous vous dites finalement on est encore en train de faire de la politique. On nous parle de l'affaire Khalifa Sall. J'ai lu dans la presse qu'il n'y a pas que Khalifa Sall qui est concerné parce qu'il y a des rapports de l'IGE concernant d'autres mairies qui ont été transmis au chef de l'État, qui ont été donnés au chef de l'État, qui les a transmis au procureur. On parle de la mairie de Saint-Louis quand elle était gérée par Cheikh Bamba Dièye. Cheikh Bamba Dièye, c'est qui? C'est un des plus irréductibles opposants du pouvoir. On parle de la mairie de Thiès du temps où Idrissa Seck était à la tête de cette mairie. Et enfin, on nous dit même la mairie de Guédiawaye, dirigée par le frère du chef de l'État, est concernée. Vous imaginez, vous pensez que le chef de l'État va laisser la justice envoyer son jeune frère en prison parce qu'il aurait mal géré? Non. Qui peut croire ça? Il le dit. L'idéal, ce serait peut-être que tous ces gens-là soient traités de la même manière, mais il y a aujourd'hui un problème. Et le même problème, ce n'est pas propre au Sénégal, ça se passe actuellement en France. Regardez ce qui se passe avec le candidat Fillon. Regardez ce qui se passe avec la candidate du Front National Marine Le Pen. Il y a des poursuites qui sont engagées contre, des enquêtes qui sont ouvertes contre ces gens-là. Qu'est-ce que le sentiment que l'opinion a dans cette affaire, c'est que des magistrats sont en train d'être utilisés pour casser de potentiels candidats, en tout cas des candidats à la présidentielle, de potentiels prétendant au second tour en France, mais c'est pratiquement le même problème qu'on vit au Sénégal. Ceci ne veut pas dire que nous sommes contre la réédition des comptes, comme il l'a dit. Il faudrait que quand on gère une mairie, quand on utilise une caisse d'avance, il faudrait qu'on rende compte de l'utilisation de ces faits-là. Mais je crois qu'il n'appartenait même pas à Khalifa Sall de dire voilà, cette caisse est justifiée ou pas. Je crois qu'à partir du moment où l'État du Sénégal arrive au pouvoir, le régime de Abdoulaye Wade, de Diouf ou de Macky Sall vient au pouvoir et se rend compte qu'il y a à la mairie de Dakar une caisse d'avance qui est mise à la disposition du maire, qui l'utilise comme il veut, et qu'on se dise que ça ne respecte pas la transparence, il appartient à l'État de mettre un terme à ça. Mais vous ne pouvez pas être au pouvoir, vous laissez quelqu'un utiliser cette caisse-là pendant pratiquement un mandat et demi. Ensuite, on vient nous dire qu'il faut justifier l'utilisation, ça pose problème. Alors, nous allons avancer avant de boucler ce débat avec, bien sûr, les législatives 2017. À l'approche de ces joutes électorales, Maître Amadou Diallo, on note des guerres de positionnement entre acteurs politiques. Alors, est-ce qu'on peut dire que cela risque de se répéter? Une nouvelle législature qui ne sera pas le miroir du peuple. Alors, à quoi peut-on s'attendre encore? Les guerres de positionnement à l'approche d'élections législatives, l'approche de joute électorale, c'est parfaitement normal, c'est parfaitement légitime. Mais le problème au Sénégal, c'est déjà qu'il y a un problème de démocratie au sein des partis politiques. Parce que s'il y avait cette démocratie au sein des partis politiques-là, il va y avoir des guerres de positionnement, mais il n'y aurait pas autant de violence. Et que donc, les représentants des partis politiques auront déjà dans leur propre parti la légitimité qui leur permettra d'aller solliciter la légitimité de tout le pays. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Regardez dans un parti comme l'APR, le parti au pouvoir, qui n'est pas suffisamment organisé, où c'est le chef de l'État qui décide de qui va être sur les listes ou qui ne doit pas être sur les listes. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des élus qui sont là, pas élus par le peuple ou par le suffrage universel, mais qui ont été choisis par le chef de l'État. Donc, la séparation du pouvoir déjà entre l'exécutif et les législatifs pose énormément de problèmes. C'est-à-dire que les populations ne se retrouvent pas dans les représentants qui ont été imposés par le chef de l'État. Et c'est ce qui, jusqu'à présent, c'est pourquoi je vous dis, sur le plan formel au Sénégal, il y a une démocratie, mais dans la réalité, il n'y en a pas. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir, comment on appelle ça encore? Il y a une expression qu'on s'appelle qui ne vient pas à l'esprit. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Ce que l'on constate, c'est que dans la forme, il y en a, mais dans la réalité, c'est tout autre chose. Donc, l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif au Sénégal, n'a aucun pouvoir, même s'il en porte le nom. C'est-à-dire que c'est un pouvoir arrimé à l'exécutif. Donc, ces élections-là, en réalité, ne déterminent pas
le fonctionnement normal d'une démocratie sérieuse. Je pense que les hommes politiques, surtout les jeunes hommes politiques, je pense qu'ils sont aujourd'hui conscients de cela, doivent faire en sorte que dans leur propre formation politique, qu'il y ait la démocratie. Et que donc, ce soit les personnes les plus représentatives qui soient à la tête de ces partis-là. Cela va éviter la multiplication des partis politiques. Cela va installer la démocratie dans les partis politiques. Et quand on est déjà démocrate dans un parti, et qu'on arrive au pouvoir, mais il est évident, ces réflexes-là seront repris. Mais si on est déjà dictateur dans son propre parti politique, on arrive au pouvoir, mais c'est le même comportement qui se poursuit. Donc, je crois que le combat aujourd'hui, c'est un combat à la base. À la base, quand il est à la base, pas au niveau du peuple, mais à tous les niveaux, que tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils appartiennent, se disent qu'aujourd'hui, si tu dois être dans une formation politique ou si tu dois être dans une association quelconque, il faut que dans cette association-là, qu'il y ait la démocratie. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est là. L'addition de toutes ces petites démocraties entre guillemets qui font une grande démocratie. Donc une démocratie d'abord au sein des partis politiques surtout. Ce n'est pas de toutes les associations. Dans toutes les associations. Parce que même dans les associations, on voit que parfois il y a des problèmes. Il n'y a pas de démocratie qui est seule. Dans les ASC. Mais partout. Et c'est grave. Okay. Donc finalement, on dirait que c'est que la démocratie que vous évoquez dans votre rapport revient. Ce qui va se passer, si vous permettez, avec ces élections législatives-là, c'est qu'on va vers une vaste escroquerie, je mets des guillemets bien sûr, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas finalement les Sénégalais qui vont choisir qui doit être député ou pas, mais c'est le chef de l'État, les leaders de parti qui vont choisir les noms de ceux qui vont siéger pour Kébémer, pour Ziguinchor, pour Guédiawaye, pour Pikine, etc. Et ça, ce n'est pas de la démocratie. Quand il n'y a pas une démocratie interne, d'ailleurs, le résultat de la cause de ce qui se passe actuellement à l'APR, avec les jeunes qui se battent un peu partout. Vous pensez... C'est la transition. Mais c'est le président de la République lui-même, Macky Sall, qui a assisté à l'université républicaine des jeunes de l'APR. Quand une partie de ces jeunes-là a commencé à manifester à leur désapprobation, à dire qu'elle ne voulait plus de Thérèse Diouf à la tête de la COJER, qu'est-ce que le président a dit? Le départ de COJER, ce n'est pas votre décision, mais ma décision. Ça veut dire qu'on n'est pas en démocratie dans ce parti. Puisqu'on n'est pas en démocratie dans ce parti, on ne peut pas être en démocratie au niveau national. Donc on se dit que la meilleure manière d'avoir de la visibilité pour être choisi lors des investitures, c'est de se battre et c'est le résultat de ce qu'on voit un peu partout. Et c'est ce qui explique cette crise au sein de l'APR. Vous étiez en train de l'évoquer. Voilà, donc nous allons avancer bien sûr parce qu'on me fait du côté de la régie que le temps est assez réduit. Nous allons terminer avec bien sûr cette crise dans l'APR. Vous l'avez évoqué tantôt, Maître Amadou Diallo, par rapport donc à cette manque de cette absence de démocratie au niveau des partis politiques, des associations entre autres. Alors, il faudra déplorer également ces violences notées dans ces partis politiques. Il y a le Parti socialiste, il y a également le PDS récemment. Donc, on a vu des tiraillements entre frères de partis. Il y a également le parti du chef de l'État, Macky Sall, l'APR, qui est en crise actuellement. Mais c'est ça, au Sénégal, tous les partis politiques, toutes les associations, il a dit que les ASC, les associations de sportifs, parce que simplement, dans ces associations, parce que le parti politique, c'est une association privée, dans ces associations, la plupart du temps, les initiateurs considèrent qu'ils en sont les propriétaires. Et que donc, tous ceux qui viennent après doivent suivre. Et c'est cela qui pose problème. Et donc, quand il n'y a pas de débat, d'idées, autour des programmes, autour quand même de l'élection d'une telle ou telle personne, mais forcément, il y a la violence. Quand les mots se taisent, mais c'est les coups qui sortent. C'est exactement ça. À l'APR, au PS, à l'AFP, au PDS, partout, il y a la violence verbale, la violence physique, parce que simplement, il n'y a pas de démocratie au sein de ces partis, parce qu'il n'y a pas de débat. Et donc, il y a toujours la dictature ou la tyrannie d'une personne sur tout le parti. Je l'ai dit et je me répète. Mais c'est cela qui explique la violence dans les partis, c'est cela qui explique la division des partis, et c'est cela qui explique que même lorsque ces partis-là arrivent au pouvoir, on assiste à tous ces phénomènes-là auxquels nous assistons. C'est-à-dire qu'il faut que tous les jours, à tous les niveaux, je me répète encore une fois, à tous les instants, que les gens cultivent la démocratie. Accepter la différence, convaincre par les idées, mais pas par la force physique, pas par la force financière, pas par la force sociale, mais convaincre par les idées qui doivent servir les populations que l'on souhaite gouverner.
Nous allons terminer avec cette note culture. Je vous l'annonçais tantôt en coulisses. Le FESPACO, c'est du 25 février au 4 mars. Le thème retenu cette année, c'est formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Alain Gomis et entre autres réalisateurs sénégalais vont représenter notre pays dans ce grand rendez-vous du cinéma africain au Burkina Faso. Un mot sur le cinéma sénégalais. Au moins sur le cinéma sénégalais, il y a beaucoup de talent dans le cinéma sénégalais, mais il n'y a pas de cinéma au Sénégal. Il n'y en a pas, je ne suis pas le seul à dire, je pense que même les acteurs de cinéma le disent tout le temps. Cela vous dit également que sur cette question, parce que la culture, n'est-ce pas, la promotion de la culture dont le cinéma fait partie est du domaine de l'État. Et sur ce point-là également, l'État a failli regarder au Sénégal, il n'y a pas de ça, le cinéma. Ce monsieur dont vous parlez, moi, personnellement, je ne le connais pas vraiment, parce que c'est la première fois que j'ai entendu parler de lui. Ça veut dire que voilà un talent sénégalais, un Sénégalais talentueux que les autres Sénégalais ne connaissent pas et qui va représenter notre pays sans que l'écrasante majorité des Sénégalais le connaissent. Cela pose problème. Voilà quelqu'un qui va nous honorer, mais nous ne le connaissons pas parce que simplement dans son propre pays, il n'est pas honoré. Et cela, je trouve que c'est injuste, mais je lui souhaite bon vent. Pourtant, il a eu à remporter l'étalon d'or de Yenenga, donc lors du FESPACO. Alors, votre analyse, Moustapha Diop? Ce qu'il faut d'abord, c'est rendre hommage aux Burkinabés qui organisent ce FESPACO-là, parce qu'ils ont réussi à régulariser ce festival qui se tient régulièrement, alors que ce pays a traversé des crises. Et ce qu'on remarque dans nos pays pauvres, c'est que parfois on a de bonnes initiatives, on fait des festivals une fois, deux fois, c'est terminé, mais le FESPACO perdure. Ce Alain Gomis là, vous l'avez dit, il a déjà gagné l'étalon de Yenangam. Alors c'est intéressant, ça veut dire simplement, comme l'a dit Maître Diallo, qu'il y a du talent dans ce pays. Mais malheureusement, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de salles. Et ce qu'on remarque présentement, c'est que pratiquement sur les chaînes de télévision, qui devraient, je me dis, quelque part aider à faire la promotion de ce cinéma-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que des séries bidons à n'en plus finir, n'importe qui se lève, écrit des séries qu'on met à la disposition de nos enfants, qui regardent ça, qui répètent les mêmes choses. Parfois il y a de la violence, parfois il y a du tout. C'est des séries qui n'ont ni queue ni tête. Et voilà, on fait la promotion de la médiocrité. Et ça se ressent également sur ces talents-là qui devraient avoir un peu plus de visibilité. Alors bon vent à notre cher réalisateur cinéaste qui représente le Sénégal au FESPACO de cette année-ci, cette 25e, voilà, du 25 au 4 mars plutôt. Voilà, merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi Actu en 7. Nous recevions sur ce plateau Maître Amadou Diallo, maître avocat, membre de Amnesty International. Oui, je vous remercie. Je constate seulement que par rapport au rapport d'Amnesty International, on n'a pas insisté sur les violences policières. Je pense quand même que c'est un cas quand même flagrant de violation, surtout quand même d'inquiétude de violence policière, parce que cette année il y en a eu 6 en 2016, 6 décès dans des conditions de détention du fait des forces de sécurité et de défense. Cela quand même c'est beaucoup, et tout récemment il y en a une autre. Et donc nous estimons quand même que l'État du Sénégal, c'est vrai, des enquêtes sont ouvertes, mais quand même que l'État du Sénégal, des condamnations ont été quand même prononcées à l'encontre de ces policiers, mais nous estimons il ne faudrait pas seulement se limiter aux hommes de troupes, mais les supérieurs hiérarchiques, n'est-ce pas, de ces hommes de troupes-là, éventuellement, lorsqu'il y a une utilisation excessive de la force publique, n'est-ce pas, doivent être également sanctionnés lorsque leur culpabilité est avérée. Merci beaucoup. Moustapha Diop, journaliste chroniqueur également, notre invité sur ce plateau. Un grand merci à vous. Merci à vous, Monta. Merci, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Walf TV. Merci à Cheikh Tidiane Diop. Il était du côté de la régie. Oustaz Hassan Diouf a coordonné ce numéro. Rendez-vous la semaine prochaine.